Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne, où les histoires prennent vie pour vous accompagner dans un moment de détente, pour vous apaiser avant de dormir, ou simplement pour le plaisir de voyager à travers des récits captivants. Ce soir, je vous invite à embarquer pour une aventure légendaire, celle du célèbre Sindbad le marin. Dans ce premier voyage, laissez-vous emporter par les flots tumultueux, découvrez une île mystérieuse peuplée de géants et de créatures fantastiques, et vivez des péripéties où courage et intelligence se mêlent pour triompher des épreuves. Fermez les yeux, détendez-vous, et laissez le récit vous transporter. Que l'épopée de Sindbad vous guide vers un univers où l'imaginaire n'a pas de limite. Les voiles blanches du navire de Sindbad, gonflées par les vents marins, s'étiraient comme des ailes prêtes à défier l'immensité des mers. Le marchand aventurier, connu pour sa bravoure et ses récits incroyables, se tenait fièrement à la proue, l'œil rivé sur l'horizon infini. Mais ce jour-là, la mer ne se laisserait pas dompter. Les nuages noirs roulèrent sur eux, épaississant le ciel comme une tapisserie d'encre. Le vent, jusque-là allié fidèle, se transforma en un hurlement féroce. Les vagues s'élevèrent en murailles d'eau, s'écrasant sur le pont comme des coups de marteau. Le tonnerre éclata, et une pluie cinglante fouetta les hommes qui tentaient, en vain, de contenir le chaos. « Tenez bon !» cria Sindbad, sa voix dominant la tempête. Mais même ses ordres, empreints de courage, ne pouvaient résister à la puissance impitoyable de l'océan. Une vague monstrueuse surgit, brisant le navire en 1000 morceaux. Les hommes hurlèrent, engloutis par les flots. Sindbad, agrippé à un débris de bois, lutta contre la mer déchaînée. Les heures s'étirèrent en une lutte incessante, chaque vague menaçant de l'engloutir. Pourtant, son esprit d'aventurier refusait de céder. « Ce n'est pas ici que mon histoire se termine », se répéta-t-il. Après des jours à dériver dans un silence angoissant, une forme obscure apparut enfin à l'horizon. Une île, isolée et imposante, se dévoilait sous le clair de lune. Porté par un dernier souffle de courant, Sindbad échoua sur une plage de sable noir, glacée par la brise nocturne. Il s'éveilla à l'aube, son corps meurtri mais son esprit alerte. Tout autour de lui, la nature semblait à la fois familière et étrangère. Les arbres, immenses et torsadés, semblaient chuchoter dans le vent. Des fleurs aux couleurs surnaturelles parsemaient le sol, et au loin, une cascade scintillait comme un joyau liquide. Mais ce qui attira son attention, ce fut l'écho d'un rugissement lointain. Explorant les lieux, Sindbad découvrit rapidement des empreintes gigantesques profondément incrustées dans le sol. Ces marques, plus grandes que n'importe quel homme ou bête qu'il connaissait, éveillèrent à la fois sa curiosité et sa prudence. Armé d'un bâton ramassé sur la plage, il s'avança dans l'étrange forêt. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément, l'île commença à révéler ses mystères. Il passa près d'un arbre dont les fruits, gros comme des têtes humaines, luisaient d'une lumière dorée. Des oiseaux aux plumes brillantes comme des joyaux le suivaient de loin, leurs cris semblant murmurer des avertissements. Puis, soudain, le sol trembla. Sindbad se figea. Une ombre titanesque émergea parmi les arbres. Là, devant lui, se tenait une créature immense, un géant à la peau rugueuse comme la pierre et aux yeux lumineux comme des lanternes dans l'obscurité. Le géant humait l'air, ses mouvements lents mais terrifiants. Sindbad se dissimula derrière un tronc massif, retenant son souffle. Il observa, fasciné, la créature titanesque inspecter la forêt avant de s'éloigner en grondant. Le danger semblait passé, mais Sindbad savait que l'île ne lui avait offert qu'un avant-goût de ce qui l'attendait. Ainsi commençait son aventure sur l'île de Serendib, un lieu où la beauté et la terreur dansaient main dans la main, promettant des merveilles aussi grandes que les périls qu'il aurait à affronter. Pour Sindbad, le premier défi était simple, survivre. Sindbad avançait prudemment à travers la forêt dense, son bâton en main, ses sens en alerte. Chaque bruissement des feuilles ou craquement de branches semblait amplifié, comme si l'île elle-même surveillait ses moindres gestes. Il savait que cette terre étrangère n'était pas abandonnée,
et les empreintes gigantesques découvertes plutôt continuaient de hanter son esprit. Au détour d'une clairière, un grondement sourd retentit, suivi de lourds pas qui faisaient vibrer le sol sous ses pieds. Sindbad se cacha derrière un rocher massif, scrutant l'origine du bruit. Une troupe de géants émergea de la forêt, leur stature dépassant tout ce qu'il aurait pu imaginer. Leurs corps imposants semblaient faits de pierre et de chair, et leurs visages, marqués par le temps, portaient l'expression d'une méfiance ancestrale. L'un des géants, visiblement leur chef, s'arrêta brusquement. Ses yeux d'un bleu perçant sondèrent les environs. Il parla dans une langue gutturale, et les autres géants se mirent à fouiller la clairière. Sindbad savait qu'il ne pourrait pas se cacher éternellement. Prenant une profonde inspiration, il sortit de sa cachette, les mains levées en signe de paix. Un silence pesant s'installa. Les géants le dévisagèrent, leurs visages durs comme des masques. Le chef fit un pas en avant, sa voix résonnant comme le tonnerre. Sindbad ne comprenait pas ces mots, mais le ton était clair, un avertissement. « Je suis Sindbad, un voyageur échoué sur vos terres. » clama-t-il, espérant qu'il comprendrait ses gestes. « Je viens en paix. » Le géant fronça les sourcils, comme s'il hésitait entre l'attaquer ou l'écouter. Finalement, il aboya un ordre, et deux géants saisirent Sindbad sans ménagement, le soulevant comme une poupée de chiffon. Il fut emmené à travers la jungle jusqu'à un village colossal caché dans une vallée. Les habitations des géants, construites à même la roche, s'élevaient comme des forteresses. Sindbad fut déposé au centre d'une vaste place entourée de curieux géants qui murmuraient entre eux. Le chef s'approcha, un bâton orné de runes dans la main, et parla d'une voix grave. Une femme géante, plus âgée, sortit des rangs. Elle était drapée dans une cape de feuilles tissées, et ses yeux sages semblaient percer l'âme de Sindbad. À son grand soulagement, elle parlait sa langue, bien que maladroitement. « Étranger, pourquoi ici? Pourquoi mère te rejette? Nous ne faisons pas confiance. Preuve de valeur, ou punition ?» Sindbad comprit qu'il devait prouver qu'il n'était pas une menace. Se redressant malgré la fatigue et la peur, il répondit avec toute la dignité qu'il pouvait rassembler. « Je suis un naufragé, un voyageur qui cherche à réparer son navire pour quitter votre île. Je ne cherche ni conflit, ni richesse, mais si je dois prouver ma valeur, je relèverai vos défis. » Le chef géant pointa un doigt massif vers une montagne à l'horizon. Là, esprit de feu habite. Nous craignons. Tu prends flamme sacrée, nous jugerons. Le défi était clair. Sindbad devait escalader la montagne et ramener cette mystérieuse flamme sacrée. Échouer signifierait la mort, mais réussir pourrait gagner leur respect et leur aide. Le lendemain, après avoir été équipé de provisions rudimentaires, Sindbad entama son ascension. La montagne, noire et escarpée, semblait veiller sur lui comme une sentinelle. Chaque pas le rapprochait d'une chaleur oppressante. Des ruisseaux de lave serpentaient sur les flancs rocheux, et des créatures étranges, mi-oiseaux, mi-reptiles, l'observaient depuis des crevasses. Au sommet, il trouva une caverne illuminée par une lumière rougeoyante. En son centre, un bassin de lave abritait une flamme d'un bleu incandescent. Elle dansait, vivante, comme si elle possédait une volonté propre. Sindbad arracha un rameau d'arbre trouvé en chemin et l'enflamma avec précaution. Mais à peine avait-il saisi la flamme qu'un rugissement fit trembler la caverne. Une créature titanesque, semblable à un dragon, surgit des ombres, ses yeux étincelants de rage. Brandissant son bâton enflammé, Sindbad esquiva les assauts de la bête. Avec ruse et agilité, il utilisa les rochers pour créer un piège, déclenchant une avalanche de pierres qui ensevelit temporairement la créature. La voix dégagée, il s'élança hors de la caverne, la flamme sacrée en main. Lorsqu'il revint au village, épuisé mais victorieux, les géants l'accueillirent avec un mélange de surprise et de respect. Le chef, après un long moment d'observation, s'inclina légèrement, un geste rare pour un être aussi fier.
Sinbad, pas seulement étranger. Sinbad, courageux. Ainsi, le jeune aventurier gagna la confiance des géants. Mais il savait que la route pour quitter l'île ne faisait que commencer. Après avoir gagné la confiance des géants, Sinbad ne put réprimer son instinct d'explorateur. L'île de Serendib regorgeait de mystères qui semblaient l'appeler. Ce matin-là, accompagné d'un jeune géant nommé Borok, curieux mais encore méfiant, Sinbad entreprit d'explorer les profondeurs de cette terre énigmatique. Le chemin les mena d'abord dans une vallée luxuriante où chaque plante semblait appartenir à un monde rêvé. De gigantesques fleurs luminescentes diffusaient une douce lumière bleutée, et des arbres dont les feuilles changeaient de couleur au gré du vent s'étiraient vers le ciel. Sinbad s'arrêta devant une fontaine naturelle d'où jaillissait une eau dorée. Borok expliqua que c'était le « nectar des anciens », une source sacrée que seuls les plus sages des géants osaient approcher. Sinbad remplit une petite gourde, promettant de ne l'utiliser qu'en cas d'extrême nécessité. Plus loin, ils atteignirent une clairière où des créatures fantastiques s'ébrouaient. De grands oiseaux aux plumes miroitantes chantaient une mélodie envoûtante, tandis que des petits reptiles dotés d'ailes translucides flottaient paresseusement dans l'air. Sinbad fut tenté d'approcher l'un des oiseaux, mais Borok le retint. Ces créatures sont les gardiens du bois sacré. Ne les dérange pas, humains. Leur colère est légendaire. Sinbad acquiesça, impressionné par l'autorité tranquille de son guide. Mais son attention fut bientôt attirée par un étrange artefact partiellement enfoui sous la mousse, une tablette d'argile gravée de symboles inconnus. Il la dégagea avec soin, notant les lignes élégantes et complexes qui semblaient raconter une histoire ancienne. « Ces signes, que disent-ils » demanda Sinbad, tendant la tablette à Borok. « Ils parlent des premiers » répondit le géant, sa voix basse. « Ceux qui vivaient ici avant nous. Une race sage et puissante, mais qui a disparu sans laisser de traces, sauf ses fragments. » Sinbad sentit une montée d'excitation. Était-ce une clé pour comprendre les mystères de l'île? Il rangea la tablette dans son sac, décidé à en découvrir davantage. La nuit approchait lorsqu'ils atteignirent une série de ruines enfouies dans la jungle. Des colonnes brisées, couvertes de lierre, s'élançaient vers le ciel comme des témoins silencieux d'une époque révolue. Au centre se trouvait un autel circulaire gravé de motifs semblables à ceux de la tablette. Sinbad s'agenouilla pour examiner les inscriptions, mais un rugissement soudain retentit, brisant le calme du lieu. Un immense félin noir, ses yeux scintillants comme des émeraudes, surgit des ombres. Ses griffes semblaient capables de déchirer le roc, et sa queue s'agitait avec une agilité menaçante. Borok, armé d'un tronc d'arbre, se plaça devant Sinbad. « Pas, humain. C'est un gardien des premiers. Il ne laissera personne souiller ce sanctuaire. » Mais Sinbad, son esprit en ébullition, remarqua quelque chose d'étrange. Le félin ne paraissait pas vouloir attaquer. Il tournait autour d'eux, comme s'il les jaugeait, ses mouvements plus curieux que hostiles. Sinbad fit un pas en avant, levant les mains lentement. Il se souvenait des chants qu'il avait entendus auprès des marins d'Inde, des mélodies censées apaiser les bêtes. Avec une voix tremblante mais ferme, il entonna une de ses anciennes mélopées. Le félin s'arrêta net, ses oreilles frémissant. Lentement, l'animal s'assit, sa posture imposante mais non menaçante. Sinbad, toujours chantant, approcha de l'autel et plaça la tablette gravée dans une cavité au sommet. Un grondement sourd émana du sol, et une lumière dorée s'échappa de l'autel, illuminant les ruines. Le félin inclina la tête, comme s'il reconnaissait un acte de respect. Puis, dans un mouvement fluide, il s'éloigna, disparaissant dans la canopée. Lorsque la lumière se dissipa, Sinbad découvrit un passage souterrain révélé par l'autel. Borok, encore ébranlé, tenta de dissuader l'aventurier. « C'est une terre sacrée, Sinbad. Ce qui se trouve en bas pourrait être trop dangereux. » Mais le marchand savait qu'il devait continuer. Descendant avec précaution,
il trouva une salle circulaire où se dressaient des statues colossales, représentant des figures majestueuses mi-humaines, mi-animales. Au centre, un globe brillant, comme une étoile enfermée dans du cristal, semblait pulser doucement. Sindbad tendit la main, fasciné. Mais lorsqu'il toucha le globe, une vision éclatante le submergea. Il vit les premiers, construisant l'île, vivant en harmonie avec les géants, mais finalement détruits par leur propre arrogance et une force qu'ils ne pouvaient contenir. La vision disparut, laissant Sindbad tremblant, mais avec une certitude, Serendib n'était pas qu'une île. C'était une relique d'une civilisation oubliée, un lieu où passé et présent se mêlaient. Remontant à la surface, il jura de protéger ses secrets, tout en sachant que l'île avait encore bien des mystères à dévoiler et des dangers à surmonter. Les jours qui suivirent la découverte des secrets de Serendib furent marqués par une étrange tension. Sindbad avait remarqué des regards furtifs parmi certains habitants, des murmures échappant aux conversations dans la langue chantante des géants. Même Borok, son jeune compagnon, semblait plus réservé, comme s'il cachait un fardeau invisible. Un soir, alors que la lumière dorée du crépuscule baignait la forêt, Sindbad fut abordé par une géante âgée du nom de Tulara, une sage respectée parmi les siens. Son regard était grave. « Étranger, murmura-t-elle, tu as gagné notre confiance, mais tout le monde ici ne voit pas ta présence d'un bon œil. Il y a ceux qui complotent dans l'ombre. Pas seulement contre toi, mais contre nous tous. » Intrigué, Sindbad insista pour en savoir plus. Tulara lui révéla qu'un groupe dissidents, dirigé par un géant nommé Kurgan, planifiait de renverser le Conseil des Anciens, l'autorité dirigeante de l'île. Ces rebelles considéraient les géants qui suivaient encore les traditions des premiers comme faibles et souhaitaient instaurer un règne basé sur la domination et la force brute. La présence de Sindbad, un étranger ayant défié leurs règles sacrées, leur fournissait le prétexte idéal pour agir. « Tu es leur cible parfaite, » avertit Tulara. « Si tu veux survivre et protéger cette terre, tu dois agir vite. » Cette nuit-là, Sindbad décida d'enquêter. Il se faufila discrètement hors de l'abri que les géants lui avaient offert et suivit les murmures qui flottaient dans l'air nocturne. Les sentiers sombres le menèrent à une clairière secrète où une douzaine de figures imposantes se tenaient en cercle, éclairées par une torche vacillante. Au centre se trouvait Kurgan, un géant massif avec une cicatrice traversant son visage, brandissant une hache ornée de symboles anciens. Il parlait avec passion à ses partisans. « Les anciens nous ont affaiblis avec leurs traditions. » tonnèrent-ils. « Nous étions autrefois les maîtres de cette île. Maintenant, nous courbons l'échine devant des lois dépassées et des étrangers insignifiants comme cet humain. Mais bientôt, tout cela changera. » Un frisson parcourut Sindbad. Kurgan galvanisait ses partisans pour renverser le conseil et s'en prendre à lui. Pire encore, il aperçut parmi les rebelles quelques-uns des géants qu'il avait accueillis. Le doute s'immisça dans son esprit. À qui pouvait-il faire confiance? Le lendemain, Sindbad rencontra en secret Borok et Tulara pour leur exposer ce qu'il avait entendu. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Borok, malgré son jeune âge, connaissait bien les passages cachés de l'île. Il proposa de les guider vers un dépôt d'armes dissimulé que Kurgan comptait utiliser pour son coup d'État. Si Sindbad parvenait à détruire ces armes, cela affaiblirait considérablement les rebelles. La mission, cependant, ne serait pas sans danger. Kurgan avait placé des sentinelles partout. À la tombée de la nuit, Sindbad et Borok entreprirent leur périple. Le chemin vers le dépôt traversait une gorge étroite où les ombres semblaient vivantes. Les deux compagnons avancèrent en silence, leurs pas étouffés par le tapis de feuilles. Mais à mi-chemin, un cri perça l'obscurité. Une sentinelle les avait repérés. Borok se battit avec la férocité d'un lion, abattant le géant rebelle d'un coup de massue improvisé. Mais le combat avait alerté les autres. Une course-poursuite s'engagea à travers la jungle. Sindbad, agile comme un chat, esquiva branches et racines,
tandis que Borok, puissant mais moins rapide, couvrait ses arrières. Lorsqu'ils atteignirent le dépôt, Sinbad sentit son cœur s'emballer. Devant eux, un grand abri de pierre renfermait des armes forgées dans un métal noir, gravées de runes anciennes. C'était une force capable de causer des ravages. Sans perdre de temps, il alluma une torche et plaça une mèche dans un baril d'huile qu'il avait trouvé sur place. « Dépêche-toi !» cria Borok, tandis que des palos approchaient. Le feu prit, et ils s'élancèrent hors du dépôt au moment où une explosion retentit. Une colonne de flammes et de fumée illumina le ciel nocturne. Les rebelles, attirés par le bruit, ne trouvèrent que des ruines. Le lendemain, Kurgan affronta le Conseil des Anciens, furieux et désespéré. Il tenta de mobiliser ses partisans, mais la perte de leurs armes avait brisé leur morale. Avec l'aide de Tulara, le Conseil démasqua les conspirateurs et rétablit l'ordre. Kurgan fut banni dans une région reculée de l'île, et ses alliés se dispersèrent. Sinbad, pour sa part, fut célébré comme un héros. Mais il restait humble, sachant que le danger avait été évité de justesse. Plus que jamais, il comprenait que Serendib était un lieu où la lumière et l'ombre s'affrontaient constamment. Et dans ce fragile équilibre, l'aventure de Sinbad était loin d'être terminée. Au lendemain des intrigues politiques de Serendib, Sinbad se réveilla avec une détermination nouvelle. Le mystère de l'île et ses merveilles avaient nourri son esprit d'aventurier, mais son cœur aspirait à retrouver la mer. Il ne pouvait se permettre de rester plus longtemps. Le navire, bien qu'échoué et brisé, était sa seule porte de sortie, et sa restauration devint sa priorité absolue. Cependant, reconstruire un navire au milieu d'une île aussi sauvage que Serendib n'était pas une tâche simple. Sinbad devait trouver du bois robuste, des fibres pour tisser des cordages, et un moyen de réparer la coque percée. La quête pour réunir ces ressources s'annonçait périlleuse. Dès l'aube, Sinbad rassembla ses alliés les plus fiables, Borok et Tulara. Ensemble, ils planifièrent un itinéraire qui les mènerait à travers des territoires inexplorés de l'île. Les arbres du bois profond seront parfaits pour ta coque, déclara Borok, mais il y a des créatures là-bas qu'il vaut mieux éviter. Et les montagnes de l'Est, ajouta Tulara, regorgent de fibres végétales pour tes cordages, mais elles sont gardées par les Rakshas, des esprits féroces. Malgré ces avertissements, Sinbad sentit son courage grandir. Nous devons réussir, déclara-t-il. La mer m'appelle, et je ne partirai pas avant d'avoir tout tenté. Le bois profond, un labyrinthe d'arbres immenses aux troncs sombres et noueux, était un lieu qui semblait hors du temps. Sinbad, armé d'une hache rudimentaire forgée par les géants, s'enfonça dans l'obscurité. L'air y était lourd, chargé d'un parfum terreux et de murmures étranges. Alors qu'il abattait un arbre, un grondement sourd se fit entendre. Une silhouette massive émergea des ombres, un félin géant, au pelage tacheté d'or et d'ébène, ses yeux jaunes fixant Sinbad avec une lueur prédatrice. Sinbad saisit une branche enflammée pour tenir la bête à distance. Dans une danse de feu et de férocité, il parvint à détourner l'attention du fauve, lui laissant juste assez de temps pour achever son travail et emporter les troncs nécessaires. Plus loin, les montagnes de l'Est se dressaient comme des sentinelles silencieuses, leur sommet perçant les nuages. Avec Borok pour guide, Sinbad grimpa des sentiers escarpés et glissants, où chaque pas pouvait être le dernier. Au sommet, ils trouvèrent les fibres tant convoitées, pendantes comme des lianes argentées. Mais les Rakshas, des créatures mi-humaines mi-rapaces, gardaient jalousement leur domaine. Sinbad observa leurs mouvements et remarqua qu'ils semblaient fascinés par un éclat métallique accroché à sa ceinture. D'un geste audacieux, il attira les Rakshas vers un précipice, agitant son épée comme un trophée. Les créatures, intriguées et furieuses, se précipitèrent à sa poursuite. Au dernier moment, Sinbad bondit sur le côté, laissant les créatures s'élancer dans le vide. Il récupéra ensuite les fibres et entama la descente. Pour sceller les planches de son navire, Sinbad avait besoin d'un liquide particulier que Borok appelait
la sève de feu, une résine rougeoyante extraite des arbres de la forêt de la mort. Mais cette étendue boisée n'était pas nommée ainsi sans raison, ces rivières bouillonnaient de dangers, notamment des reptiles géants et des plantes carnivores. Dans une clairière, Sindbad trouva un arbre suintant la précieuse résine. Alors qu'il s'apprêtait à la récolter, le sol trembla, et un serpent gigantesque émergea d'un bassin voisin. Sindbad, avec son sang-froid habituel, utilisa une corde imprégnée d'huile pour enflammer une branche, créant une barrière de feu entre lui et le monstre. Après des jours de labeur et de danger, Sindbad retourna à la plage, épuisé mais victorieux. Avec l'aide des géants et de ses alliés, il entreprit de reconstruire son navire. La coque fut réparée avec les troncs du bois profond, les fibres tressées des montagnes devinrent des cordages solides, et la sève de feu scella chaque jointure avec une précision parfaite. Le travail prit plusieurs semaines, mais chaque coup de marteau rapprochait Sindbad de son but. Quand le navire fut enfin prêt, il était plus robuste qu'avant, brillant sous le soleil comme une promesse de liberté. Sindbad observa son œuvre avec fierté. La mer, éternelle et immense, l'appelait. Mais avant de partir, il remercia ses compagnons de Serendib, promettant de porter leur histoire au-delà des horizons. Ce fut le début d'un départ qui, malgré son triomphe, portait une part de mélancolie. Sindbad, l'aventurier infatigable, savait que d'autres défis l'attendaient au-delà de l'océan.